Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur westfrance.fr. Aujourd'hui, on va parler football et plus précisément football africain alors que la Coupe d'Afrique des Nations bat son plein. Bonjour Alvin Koualef. Bonjour Solène. Bonjour Pierre-Hakim Mougourni. Bonjour Solène. Pierre-Hakim, vous revenez du Maroc où vous avez passé 2 semaines pour Ouest France. Alors tous les deux, quel bilan vous faites de cette CAN pour l'instant ? Pour l'instant, c'est une CAN sans trop de surprises. Les favoris sont au rendez-vous. On a pu voir que pour les 8 quarts de finalistes, ce sont des équipes qui sont situées dans les 10 meilleures nations africaines au classement FIFA. Donc, pour l'instant, il y a pas vraiment d'écart énorme. C'est dur au moment des quarts de finale de sortir un favori, mais en tout cas, oui, il y a vraiment un niveau homogène et relativement bon, on va dire, sur cette CAN. Oui, c'est l'impression qu'on a eue depuis le début, c'est qu'il y a le niveau plancher des petites nations, ce qu'on disait, les petites nations est quand même plus élevé qu'avant. On n'a pas eu de score fleuve en phase de poule, par exemple. Le plus gros écart, c'est 3 buts d'écart. À l'Euro, on voit parfois des 5-1, 5-0 en Copa América, etc. Là, on peut noter quand même que le niveau homogène est assez relevé. Ouais. Et il n'y a pas eu de surprise non plus. Non, il n'y a pas eu de surprise. On a vu quelques surprises en huitième de finale, mais bon, sur une compétition avec 24 équipes et 16 équipes qualifiées au second tour, il y a forcément des petites nations. On pense à la Tanzanie, on pense au Soudan, mais qui sont rapidement rentrées dans le rang en huitième de finale. Donc comme disait Alvin, en fait, on a pu voir quand même que l'écart avait diminué entre les grosses et les petites nations, mais qu'il restait quand même assez important et trop important en tout cas pour voir des surprises quand les conditions sont optimales. Et toi, Pierre-Hakim, tu étais au Maroc. Ce qu'on a beaucoup parlé au Maroc, c'est ces infrastructures qui étaient impressionnantes, qu'on n'avait jamais vues de niveau international, rarement vues à la CAN. Oui, pour moi, c'était ma première Coupe d'Afrique des Nations sur place, donc j'avais pas forcément d'autres éditions pour juger. Donc j'ai posé la question à des journalistes qui avaient cette expérience-là et qui me disaient que déjà la précédente Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire en 2024 était au-dessus des autres en termes d'organisation et d'infrastructure, mais que les installations marocaines étaient encore au-dessus du lot. Honnêtement, pour avoir couvert l'Euro 2024 par exemple, j'ai l'impression qu'il y avait des stades qu'on pourrait qualifier presque d'européens en fait pour cette édition au Maroc. Le stade Prince Moulay Abdellah où le Maroc joue ses matchs pendant la compétition est magnifique. De l'extérieur, on dirait un peu la Lanz Arena de Munich. Donc, non, franchement, tout le monde était unanime pour dire que les conditions étaient optimales, même au niveau de l'état de la pelouse, parce que les conditions climatiques ont été très mauvaises pendant la phase de poule avec beaucoup de pluie. Non, franchement, tout le monde s'accordait à dire que les conditions étaient parfaites pour évoluer. Ouais, avec peut-être un petit bémol sur le début de compétition, c'est peut-être dans l'intensité athlétique, dans le rythme des matchs. En tout cas en tant que téléspectateur, on a senti certains matchs où se disputer sur un faux rythme quand même. Il y a eu quelques blessés, mais ce qui est inhérent à toutes les compétitions internationales. Mais le rythme n'est pas nécessairement la faute des équipes. Certains joueurs ont été libérés à peine quelques jours avant le début de la CAN. Il n'y a pas eu de préparation d'équipe, de nouvelles préparations physiques comme ça se fait sur un Euro, une Copa ou des compétitions internationales. Difficile d'en vouloir quand même aux équipes qui font, on le voit, qui essaient de livrer des super matchs à chaque fois. Mais l'intensité athlétique, moi, m'a laissé un peu sur ma faim sur certains matchs quand même. Oui. Ouais, vas-y. On rappelle que les joueurs ont été libérés par les clubs européens 15 jours avant le début de la compétition. 10 jours avant le début de la compétition. C'est ça. En fait, ils devaient normalement être libérés le 8 décembre. Donc la compétition commence le 21, donc un peu moins de 2 semaines. Et finalement, ça a été le 15 décembre. Donc c'est très tard. Les clubs les sélections ont très peu de temps pour préparer ça. Et je prends notamment l'exemple de Habib Diarra du Sénégal, qui a joué un match avec Sunderland le 20 décembre, alors que le Sénégal rentrait dans la compétition le 23. Donc là, on est sur des conditions un peu compliquées et presque un manque de respect en fait vis-à-vis de la Coupe d'Afrique des Nations par rapport aux clubs, de la part des clubs et des autres instances. Et donc pour l'instant, le bilan, c'est les grosses équipes qui sont au rendez-vous.
des infrastructures qui sont magnifiques. Et on rappelle, les infrastructures marocaines, ça sera celle de la Coupe du Monde 2030, co-organisée par l'Espagne, le Portugal et le Maroc. Mais en parlant de Coupe du Monde, on peut peut-être se projeter pour aller un peu plus loin. Est-ce qu'une équipe africaine peut gagner un jour une Coupe du Monde ? Alors peut-être on revient et on fait le point sur le niveau des équipes africaines en comparaison avec le reste du monde actuellement. Alvin, tu veux y aller ? Ouais, pourquoi pas. On s'est amusé à regarder le classement FIFA avec Pierre Hakim tout à l'heure. Il est imparfait, hein, le mode de calcul du classement FIFA, on le connaît tous. On s'est amusé à regarder combien d'équipes étaient dans le classement FIFA dans les 60 premiers, on s'est arrêté là. Et on a vu finalement qu'il y avait comme 10 équipes africaines dans les 60 premières nations mondiales, ce qui est quand même preuve d'homogénéité, ou en tout cas d'homogénéité vers le très haut niveau. Il y a 9 équipes sud-américaines en comparaison, il y a moins de pays aussi. Ce qu'on s'est aussi dit, c'est qu'il y a eu le Maroc lors de la dernière édition de la Coupe du Monde. On a déjà vu le Ghana, on a déjà vu le Sénégal qui était capable de coups. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus un coup en fait. Si une équipe africaine est en demi-finale, c'est plus un gros coup, c'est plus un exploit. Ça me choquerait pas, ça choquerait pas grand monde. J'ai l'impression que le Maroc, que le Sénégal, que le Mali ou l'Algérie soit peut-être en quart ou en demi-finale d'une Coupe du Monde à minima, quoi. Oui, en fait, le parcours exceptionnel du Maroc à la Coupe du Monde 2022 a ouvert des portes, clairement, puisque c'est devenu la première équipe africaine à atteindre le dernier carré d'une Coupe du Monde avec un parcours très compliqué. Ils ont affronté le Canada, la Croatie et la Belgique en phase de poule. Ils ont ensuite battu l'Espagne, puis le Portugal avant de perdre contre la France. Donc ils ont joué contre des équipes qui était sur le papier largement supérieur à la sélection marocaine, et ils ont réussi à faire ça. Ils ont un peu permis aux sélections africaines de prendre conscience en fait que c'était possible. Donc je ne dis pas qu'une sélection africaine va gagner la Coupe du Monde 2026, mais pour moi on peut imaginer, pourquoi pas dès 2030, dès 2034, un pays africain aller en finale et voir remporter le mondial, parce que les écarts sont devenus moins importants. Alvin en parlait, il y a des équipes africaines qui sont aux portes du top 10 du classement FIFA. Le Maroc est 11e, le Sénégal est 19e. Et le niveau global de l'équipe marocaine et de l'équipe sénégalaise, pour ne citer qu'elle, n'est pas très éloigné des autres. Je prends pour exemple la victoire du Sénégal face à l'Angleterre en juin dernier, la victoire du Maroc face au Brésil il y a 2 ans. Donc elles sont capables, ces équipes-là, de rivaliser sur une compétition de 7 ou 8 matchs avec n'importe quelle équipe. Et pourquoi, comment on a vu l'évolution du football africain ? On a beaucoup parlé des binationaux ces dernières années. Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, il y a eu ce palier qui a été franchi par les équipes africaines ? Je pense que déjà, oui, c'est très important cette question des binationaux, parce que elle met la lumière en fait sur l'évolution du football en Afrique, parce que généralement les binationaux choisissaient leur pays d'origine autour de 25-26 ans, quand ils voyaient que c'était pas possible pour eux en France, en Belgique, en Espagne, etc. Et là maintenant c'est de plus en plus tôt. L'exemple le plus frappant, c'est forcément Achraf Hakimi, qui serait titulaire indiscutable en Espagne et qui est aujourd'hui le capitaine du Maroc, qui a choisi le Maroc à 16-17 ans. Et c'est devenu maintenant la norme. Le Tunisien Animal Mejbri, qui était à l'époque à Manchester United, a choisi la Tunisie à 18 ans, et aujourd'hui il a 22 ans et il a 45 sélections avec la Tunisie, ce qui est assez incroyable. Donc les pays se sont développés. Les infrastructures sont largement meilleures qu'avant. Elles sont presque du niveau, voire même supérieures, quand on pense au complexe Mohamed VI au Maroc, supérieur à ce qui se fait en Europe et dans le reste du monde. Donc du coup, ça donne envie aux binationaux de choisir leur pays d'origine, parce qu'ils voient que les conditions sont réunies pour performer, et les performances des équipes de jeunes, notamment le Maroc a été champion du monde U20 il y a quelques mois, encouragent encore plus ce mouvement.
Et c'est important, Alvin, d'avoir ces joueurs qui sont un peu des têtes de proue pour encourager peut-être d'autres joueurs à rejoindre leur sélection. Oui, bien sûr, il faut des locomotives dans le football, dans n'importe quel championnat, dans n'importe quel continent. On a Hakimi qui est un top 5 ballon d'or, si je dis pas de bêtises, top 6 ballon d'or. On a des joueurs phares, on a eu Mohamed Salah, et on a l'impression que ce vivier qui a toujours été là, il est quand même de plus en plus présent au niveau international. Tous ces joueurs qui ont choisi, on pense à Ben Seguir, on a parlé de Mbaye, de Maza, on voit beaucoup de joueurs là, où on se dit il pourrait être titulaire dans à peu près n'importe quelle grosse nation du foot, quoi. Ça, je pense que c'est quand même assez encourageant sur le niveau du football africain et sur l'avenir. Et ce qui est important aussi de souligner, c'est que cette arrivée massive des binationaux, en tout cas beaucoup plus précocement, elle n'a pas été faite au détriment de la formation locale, puisque il y a le Maroc avec l'Académie Mohamed VI, le Sénégal avec Diambars, et plus récemment avec Génération Foot, le Mali et la Côte d'Ivoire avec l'Académie Jean-Marc Guillou, l'Algérie avec le Paradou. Il y a ces pays africains s'appuient beaucoup sur leur formation et les sélections deviennent du coup un vrai mix entre binationaux de qualité, parce qu'avant il y avait Nasser Larguet, l'ancien DTN du Maroc, me disait que il y a une dizaine d'années la moitié des binationaux étaient là par défaut. Là maintenant, on prend des binationaux, il y a des binationaux qui choisissent le Maroc, le Sénégal ou l'Algérie et qui ne sont pas sélectionnés parce que ils ne sont pas au niveau pour être en équipe nationale. Donc là, il y a vraiment un cap important qui a été passé et c'est un mix parfait, du coup, comme je disais, entre formation locale et binationaux. Ouais, la densité va permettre d'être de plus en plus compétitif, en fait. Et ça, on ne sait même pas jusqu'où ça peut mener parce qu'il n'y a jamais eu ce cas de figure, finalement, d'avoir autant de choix de super joueurs dans ces nations-là. Et en parlant du futur, alors, la CAF a annoncé que la Coupe d'Afrique des Nations allait passer à tous les 4 ans. Ça a un peu fait débat. En tout cas, Emers Faye, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, pour lui, c'est plutôt une bonne idée. Il a déclaré « On a aujourd'hui la chance d'avoir de meilleures infrastructures en Afrique, d'avoir des équipes plus structurées, de meilleurs joueurs. La CAN, tous les 4 ans, permettrait d'avoir une grande compétition tous les 2 ans avec la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde. Mais il faut absolument une autre grande compétition africaine, type la Ligue des Nations en Europe, comme c'est prévu. » Alors, la Ligue des Nations, est-ce que ça peut permettre à ces équipes africaines d'encore plus progresser dans les prochaines années ? Oui et non. En fait, ça va permettre aux grosses sélections africaines forcément de progresser parce que elles vont s'affronter plus souvent parce que là, avec le nombre de sélections qu'on a en Afrique, elles s'affrontaient très rarement en fait dans les éliminatoires ces équipes-là. Donc elles s'affrontaient à la CAN ou alors en match amicaux. Donc là, il y aura des matchs officiels où elles s'affronteront. Mais du coup, ce sera au détriment des sélections plus petites, comme on voit en Europe avec les différents niveaux, la Ligue A, la Ligue B, la Ligue C, la Ligue D, et du coup les équipes plus faibles, qui sont clairement inférieures, s'affrontent entre elles et elles ont moins l'occasion de se frotter aux meilleures nations, ce qui pourrait leur permettre de progresser, même si elles prendraient des gros scores certainement. Oui, c'est toujours la même chose en termes d'émulation. Est-ce que c'est mieux de se frotter quand on est la Tanzanie plusieurs fois au Sénégal, plusieurs fois au Maroc, ou est-ce que c'est mieux pour le Maroc d'affronter le Mali, le Sénégal, l'Algérie pour avoir ce goût du très très haut niveau le plus souvent possible? Et je pense qu'il y a cette bascule-là à bien gérer. Et surtout, il y a un équilibre à trouver dans le sens où il faut voir comment s'organise la Ligue des Nations, mais il y a des équipes qui sont dans un entre-deux en fait. On pense au Burkina Faso par exemple, on peut penser, je sais pas, à la Guinée équatoriale ou des équipes qui sont pas encore au niveau des top sélections africaines, mais qui sont assez largement supérieures aux équipes comme la Tanzanie, le Botswana, etc., le Zimbabwe. Et donc du coup, elles vont se retrouver dans un entre-deux et s'affronter entre elles. Et du coup, là aussi, peut-être pas forcément progresser parce que elles vont pas affronter de meilleures équipes. Peut-être qu'elles les affronteront à la Coupe du Monde. Du coup, vu qu'on ajoute de plus en plus d'équipes à la Coupe du Monde, cette année, ça sera la prochaine Coupe du Monde, c'est celle avec le plus d'équipes africaines. C'est aussi bien pour le football africain d'avoir cette émulation finalement et ces rencontres avec le monde entier. Oui, je pense que ça peut pas être négatif de toute façon. Puisqu'on veut mettre de plus en plus d'équipes, il faut qu'il y ait un quota par continent. Il y aura à minima 9 nations africaines, peut-être 10 si la République démocratique du Congo passe les barrages. Il y aura des différences de niveau parce qu'il y a le Cap-Vert, par exemple, on en a déjà parlé, mais le Cap-Vert n'a pas le niveau du Sénégal, n'a pas le niveau du Maroc, de l'Algérie.
Mais est-ce que le Cap-Vert est plus mauvais que Curaçao, qu'on verra, que la Jordanie, que d'autres nations comme ça? C'est pas sûr. En termes de représentativité, en termes d'émulation au pays, je pense au Cap-Vert, quand on voit ces joueurs sur la plus grande scène mondiale, évidemment que ça va créer des vocations, je suppose, ça va créer quelque chose. En termes d'écosystème au Cap-Vert, ça peut aussi créer quelque chose chez les partenaires, chez les entreprises, chez les jeunes. De là à ce que le Cap-Vert gagne la Coupe du Monde dans les 20 ans, je ne m'avancerai pas quand même. Et bah écoute, tu as quelque chose à ajouter, Pierre-Hakim? Moi, je suis d'accord justement avec Alvin. En fait, il faut faire la distinction entre les équipes africaines qui sont capables de rivaliser. On parle beaucoup du Maroc et du Sénégal. Je pense que la Côte d'Ivoire, comme on peut le voir à la Coupe d'Afrique des Nations, le Nigeria, notamment offensivement, et l'Algérie aussi. Et d'ailleurs, ces élections-là, sauf la Côte d'Ivoire, l'ont toutes prouvé en Coupe du Monde par le passé. Elles peuvent rivaliser. Et après, il y en a d'autres pour qui la présence en Coupe du Monde servira d'accélérateur de développement. Quand on parlait du Cap-Vert, parce que c'est la plus petite sélection africaine qui est engagée, mais quand les jeunes Cap-Verdiens verront le Cap-Vert à la Coupe du Monde, ça les poussera peut-être à choisir cette sélection-là. Donc forcément, je pense qu'il y a que du positif à voir ça, même si on risque de voir des matchs un peu plus déséquilibrés, mais ça ne concerne pas que l'Afrique. Toutes les fédérations, tous les continents voient des pays qui n'ont pas l'habitude de participer à la Coupe du Monde se qualifier. Ouais, et puis certains ont des creux générationnels. On n'a pas parlé du Ghana, par exemple, qui est une grande nation de foot africain, qui est un petit peu dans le creux de la vague, mais on n'est quand même pas à l'abri de revoir le Ghana dans quelques années parce qu'il y a un vrai amour du foot, il y a une population qui aime le foot, il y a des joueurs de foot. Donc en fait, l'Afrique a un visier exceptionnel en termes de football. Et ce sera le mot de la fin. Merci Alvin et merci Pierre-Hakim et merci de nous avoir suivis pour suivre l'actualité du foot et du foot africain et de la CAN en ce moment. Ça se passe sur westfrance.fr.